Bonjour. Alors, si nous avons invité aujourd'hui Chantal Moto, c'est parce qu'elle est psychothérapeute jungienne, elle tient à le dire jungienne, mais elle est surtout depuis presque une trentaine d'années, on peut dire, dans l'interprétation des rêves. Mais pas l'interprétation des rêves pour le fun, l'interprétation des rêves pour ce que ça nous apporte, ce que nous indique, et éventuellement quelle modification ça peut nous apporter dans notre mode de vie, voire dans notre psychothérapie, dans notre comportement de tous les jours. Alors, et d'abord, est-ce que c'est normal de rêver ou est-ce qu'il y a des personnes qui ne rêvent pas, par exemple? Oui, alors c'est tout à fait. Merci beaucoup de m'accorder tout ce temps. Oui, c'est normal de rêver. C'est ce que Freud avait bien mis en valeur en disant que le rêve c'était une façon de se débarrasser un petit peu comme des toxines pendant la nuit. Voilà, on évacue des choses, peut-être des choses qu'on n'a pas envie de faire pendant le jour, et donc voilà où on lâche des idées, des pensées dans le rêve. Donc, c'est une fonction psychique de libération et d'expression. Jung a parlé, lui, du fait que ça représentait notre inconscient, le rêve. Donc, le rêve est un message de l'inconscient. Après, on va comprendre plus ou moins, ou on va prendre plus ou moins conscience, mais voilà, il y a ce jaillissement qui provient de l'inconscient, qui est une fonction psychique. Alors après, par rapport à votre deuxième question, est-ce qu'on se souvient de ses rêves? Pas toujours, hein. C'est là où, effectivement, parfois, les gens qui ne font pas attention à leurs rêves se disent, ben non, moi, je ne rêve pas. Alors qu'en fait, physiologiquement, c'est le professeur Genet qui avait aussi mis ça en exergue. Physiologiquement, on rêve. Voilà, c'est une fonction du sommeil paradoxal. Alors après, on n'en a pas toujours le souvenir parce que c'est très fugace, les images sont très volatiles et peuvent partir et s'envoler très vite. Donc, on a l'impression de ne pas rêver. Mais si on s'attache à se souvenir de ses rêves, à les noter, eh bien, on se rend compte que c'est un petit peu comme une habitude, comme une discipline, et que plus on s'en souvient, plus on s'en souvient. Alors Et moins on s'en souvient, moins. vous nous dites, Freud disait, c'est un moyen d'atteindre l'inconscient, c'est un moyen d'atteindre le surmoi, enfin, mais Jung a un peu modifié. Jung a dit, c'est pas seulement ça, c'est aussi quelquefois un peu intuitif, ça peut être directif, ça peut être un renseignement, ça peut être une partie de soi, une expression de soi. C'est pas seulement l'accès à l'inconscient. Alors, il a complété ce que Freud avait dit, effectivement, en disant ce n'est pas que la voie royale qui mène à l'inconscient. Enfin, il est allé plus loin, en fait. Il a poursuivi ce que Freud avait dit en allant chercher toutes les dimensions symboliques du rêve. Et il a dit donc Jung que c'était l'auto-représentation spontanée de notre inconscient. C'est-à-dire que en gros, tout ce qu'on a en nous, le rêve peut en parler. Et il y a des fonctions du rêve qui sont aussi des fonctions de nous proposer de nouvelles idées, de nouvelles pistes à suivre, de nous conseiller. D'ailleurs, dans l'Antiquité, la fonction du rêve était bien orientée conseil. Et je donnerai deux exemples. Hein, c'est dans l'Antiquité égyptienne, les pharaons avaient un conseiller auprès d'eux qui interprétait leurs rêves. C'est-à-dire que pendant la nuit, le pharaon rêvait. Et au matin, le conseiller qui était un peu spécialiste du rêve, les aidait aider le pharaon à décoder ses rêves pour donner des conseils de gestion pour le pays. Donc, c'était vraiment une grande... voilà, on donnait beaucoup d'importance au rêve et à sa capacité à conseiller. Et le deuxième exemple, ça va beaucoup vous parler, je pense, hein, puisque c'était dans la Grèce antique, il existait des temples dédiés au sommeil et au rêve, et c'était des médecins donc qui le matin recueillait les rêves des gens qui venaient dormir dans ces temples, donc de gens qui avaient des maladies, hein, des pathologies. Donc les médecins recueillaient le rêve et à partir de ce que le rêve disait, eh bien, ça leur donnait des conseils
sur les cures, sur voilà, les médicaments à apporter aux malades. Donc, cette fonction de conseil qu'a retrouvé Jung est très importante. Et pour Jung, juste, je termine là-dessus, pour Jung, c'est le soi avec un grand S, donc qui nous met sur la bonne voie en quelque sorte, dans le sens où notre inconscient profond connaît finalement au fond de nous, on sait ce qui est bon pour nous. Et donc, à travers le rêve, bah, ce qui est bon pour nous va pouvoir s'exprimer, même s'il faut aller chercher parfois derrière des rêves un peu moins faciles. On va aller chercher cette fonction guide, cette fonction conseil, cette fonction du soi qui va Alors, nous aider. est-ce qu'on rêve plus quand on va mal? Est-ce qu'on rêve plus quand on va mal? Alors, ben, c'est difficile, je n'ai pas fait de statistiques sur le sujet, mais ce que je dirais comme ça, c'est que si on a de la fièvre, par exemple, si on est malade, qu'on a de la fièvre, on a tendance à beaucoup rêver parce qu'on met pas mal en scène des choses qui ont besoin de sortir de nous, hein. Euh, Alors et en après, même temps, après vous dites, il y a des symboles. Donc vous lisez dans les rêves en quelque sorte, hein. Alors vous nous dites attention d'abord, il vaut mieux pas interpréter un rêve, mais interpréter une série de rêves. C'est-à-dire parce que un rêve, on peut peut-être se planter, j'allais dire vulgairement, on peut peut-être se tromper dans les symboles. Une série de rêves, c'est moins difficile de se tromper. Alors, quels sont les symboles que vous retrouvez le plus facilement chez vos patients, chez les personnes qui viennent vous voir? oui, alors la série de rêves, ça permet aussi de comprendre un petit peu l'histoire que l'on se raconte, notre histoire intérieure, notre univers intérieur. Il se décline bien sûr en plusieurs jours dans notre vie, en plusieurs rêves dans notre inconscient. Donc ça permet aussi d'avoir cette trame qui est une trame logique. Après, au niveau des symboles, alors on a des symboliques qui reviennent très fréquemment, comme bah, tout ce qui concerne les bâtiments, par exemple. On se voit dans des maisons, on se voit dans des hôtels, on se voit dans des maisons de campagne, des maisons de vacances, des cabanes, ou des grands palaces, ou des châteaux. Voilà, donc la maison, en fait, c'est le symbole de ce que nous sommes intérieurement, de notre structure. Donc notre structure de vie, notre structure psychique, et donc, les maisons reviennent fréquemment. On a aussi beaucoup de symboles autour des moyens de transport. Alors là, c'est aussi amusant de voir quels moyens de transport on prend, pourquoi tantôt on prend l'avion, pourquoi tantôt on prend le train, pourquoi on est en voiture, pourquoi on est en roller ou en skate. Enfin, voilà, on a différents modes de transport qui correspondent bien sûr à des modes de transport de notre réalité et qui correspondent de façon plus symbolique et plus précise à la façon que l'on a tantôt à ce moment-là de sa vie, de conduire sa vie. Hein, c'est-à-dire que si on rêve d'avion, ben, on a envie de s'envoler. Si on est en train, ça veut dire qu'on est sur des rails, voilà, etc., etc. On rêve également beaucoup d'animaux. Hein, alors évidemment, les animaux familiers reviennent souvent, les chiens, les chats, parce que voilà, ça fait partie de notre vie de tous les jours. Mais il y a aussi une symbolique qui est liée aux animaux. D'ailleurs, Freud avait beaucoup parlé du serpent, hein, qui est un symbole de sexualité. Et d'ailleurs, on retrouve cette symbolique au niveau de la Bible. Hein, donc, voilà. On a aussi la symbolique de l'araignée. Hein, donc l'araignée, c'est voilà avec ses pattes et sa toile, c'est la symbolique de ce qui va nous rendre prisonniers, de ce qui va nous piéger. Voilà, on a la symbolique de la petite souris aussi, hein, qui voilà, qui va être souvent associée à la femme, au féminin qui va chercher les choses.
etc., etc. Donc voilà, après, bon, on rêve aussi des éléments de notre quotidien. Alors, on va mettre en scène des personnages, hein. Les personnages dans les rêves sont des dimensions très importantes. Alors, il y a vraiment un postulat où on dit que tous les personnages de notre rêve, ce sont des parties de nous. Donc, à travers les personnages que l'on met en scène dans nos rêves, on va voir quelles sont les parties de nous que l'on met en scène, un petit peu comme si on écrivait au fil des nuits une pièce de théâtre, une gigantesque pièce de théâtre avec plein de monde, plein de personnages. Et ces personnages sont des parties de nous qui, à un moment, ont envie de s'exprimer, ont envie de faire des choses, ou ont envie de nous dire des choses. Et ça va être intéressant d'étudier un petit peu les caricatures des personnages. Hein. Parfois, on rêve de quelqu'un, on dit mais c'est bizarre, ça fait 30 ans que j'ai pas vu cette personne, j'en ai rêvé. Ben oui, parce que on va regarder qu'est-ce que ce personnage-là incarne. En fait, c'est quoi pour vous ce personnage? Est-ce que vous l'aimez bien? Est-ce que vous l'aimiez pas trop? Est-ce que c'est plutôt l'autorité? Est-ce que c'est plutôt le fun? Enfin voilà, on va voir quelle peut être la symbolique qui est derrière ce personnage. Voilà, donc on a comme ça à disposition plein de symboles qui vont nous aider Et alors, à percer les quand vous mystères. voyez quelqu'un vient vous voir, déjà, il a une petite idée, puisque s'il a lu votre livre, d'ailleurs, on va en parler de votre livre, on va en reparler, mais s'il vient vous voir, comment vous arrivez à naviguer à travers tous ces symboles, parce que c'est très vaste, et comment vous arrivez à faire abstraction de vous, parce que c'est vous qui Hmm. interprétez, ou est-ce que vous donnez les clés de l'interprétation à la personne? Alors, très bonne question, effectivement. En fait, la seule personne qui peut faire des liens avec ce que ça veut dire pour elle, c'est le rêveur, hein, ou la rêveuse. Puisque, euh, en fait, dans ce travail que l'on fait à deux, hein, moi, on va dire que je suis la spécialiste des symboles, hein, c'est-à-dire, voilà, en général, dans les rêves, quand on rêve d'un chien, bah, c'est plutôt l'affectif, c'est plutôt le guide, etc., etc. Et la personne, elle va faire des associations. Elle va, à un moment, ce que je dis au niveau du symbole va permettre de percuter quelque chose de sa vie ou de quelque chose de ce qu'elle est. Par exemple, si on voit un chien qui court vers le rêveur. Je veux dire, bah, le chien, c'est symbolique soit de l'affection, soit d'une fonction guide. Le chien qui court vers vous, bah, ça veut dire que bah, vous accueillez cette fonction guide, vous accueillez cet affectif. Là, on voit qu'il y a deux hypothèses déjà. Hein. Et la personne, après, je vais dire, voilà, en quoi ça peut être, en quoi ça peut faire sens pour vous. Ah bah oui, effectivement, en ce moment, je me rapproche de gens qui m'aident et qui me guident, ou je sens que je me guide de mieux en mieux dans la vie. Voilà. Et donc, le sens, en fait, il est attribué par la personne qui rêve à partir de cette explication symbolique que je vais donner. Après, je suis là aussi pour poser des questions, hein, en disant, mais par exemple, cette araignée, je parlais de l'araignée à l'instant, est-ce que vous avez l'impression d'être pris dans une toile en ce moment, hein, ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose peut-être qui vous dépasse, qui est en train de vous prendre du temps par exemple. Et là, la personne, elle va dire, ah bah oui, effectivement, ou alors non, je vois pas. Et donc, dans ce cas-là, on va chercher une autre piste. Voilà, donc c'est vraiment un travail qui se fait à deux, c'est un travail de co-construction, parce que ben, la personne qui rêve, elle a un petit peu les clés en main. Hein. Voilà, mais il faut un traducteur. C'est un petit peu comme si moi, j'aidais à traduire le langage du rêve, parce que c'est le rêve s'exprime avec une langue hein, bien particulière qui est la langue symbolique et donc ben voilà moi j'explique le côté parabole du rêve et la personne elle
elle attribue un sens à ça, ça percute, quoi. Voilà. C'est vraiment, après la traduction, il y a l'explication. Ouais. D'ailleurs, vous dites dans votre livre très bien que vous expliquez que les contes pour enfants sont en fait des rêves collectifs. Oui, tout à fait. Les contes et les mythologies et les légendes, ce sont effectivement le même, ça obéit au même fonctionnement que le rêve, dans le sens où on va chercher, on va écrire une histoire avec le symbole, avec un langage. Donc le langage que tout le monde peut comprendre. Et d'ailleurs, les religions se sont servies aussi de symboles hein, pour pouvoir faire parler des êtres et l'humanité. Les mythologies ont mis en scène les dieux pour parler de l'humanité. Et en fait, là, on touche à cette notion très précieuse d'inconscient collectif. C'est-à-dire que notre inconscient exprime des choses à notre conscient. Ça, c'est notre inconscient personnel. Mais ce qu'il y a de complètement fabuleux, c'est de voir que notre inconscient personnel va chercher dans un grand réservoir de l'inconscient collectif des tas de symboliques qui existent et que les contes ont déjà utilisé, les légendes, les mythologies, les religions. En fait, c'est comme un grand matériau symbolique, comme une palette quoi, que nous avons à disposition. Et nous, sans le savoir, tout en dormant, on va chercher les mêmes choses, en fait, les mêmes matériaux que d'autres ont déjà utilisés. Et c'est grâce à ça qu'on a pu construire justement cet univers symbolique au fil du temps et qu'on peut déceler des significations derrière les symboles parce que ça fait partie de notre patrimoine génétique hein, et universel et collectif. On vous écoute très longtemps, Chantal Moto. On aurait même envie de vous poser des questions, mais ça va être un peu provocateur, mais on l'est, sur les vies antérieures et les rêves, mais on vous invitera peut-être une autre fois. En tout cas, on va pas tout dire à nos auditeurs, parce que si on leur dit tout, ils voudront pas lire votre livre, et ils auraient tort. Parce que votre livre, nous le répétons, s'appelle Déchiffrer ses rêves pour bien guider sa vie. Chantal Moto, donc, est paru aux éditions Inter-Éditions. Nous le montrons. Voilà, à la caméra. Merci beaucoup Chantal Moto et nous vous souhaitons bon courage et à bientôt. Merci beaucoup, j'étais ravie de cette petite discussion avec vous. Merci beaucoup. Merci.